gens qui ont assisté au premier cours, nous allons parler de mécanique ventilatoire. C'est quoi l'histoire de cette mécanique ventilatoire? On rappelle un très joli schéma pour vous rappeler, et j'insiste, que la physiologie respiratoire, chapitre dont je suis responsable, va vous expliquer le transport des gaz respiratoires, à savoir l'oxygène de l'extérieur jusqu'à la cellule. Le CO2 bien sûr en sens inverse. On va y bien CO2. D'ailleurs, c'est le rejet du CO2 ici qui transforme le sang réel en sang veineux. Donc le CO2 en sens inverse. Et vous voyez bien que ces phénomènes physiologiques en série, pas en parallèle, constituent plusieurs étapes de transport. Donc, exploration fonctionnelle respiratoire, insuffisance respiratoire, il faut voir les choses dans leur ensemble. Et qui veut faire un diagnostic d'une insuffisance respiratoire, pour le médecin, il va devoir fonctionner du sang, c'est pour artériel, pour chercher la pression partielle d'oxygène et de gaz carbonique. Et vous allez avoir, si vous allez avoir une pression partielle d'oxygène inférieure à 60, en tant que médecin, vous avez le droit de parler d'insuffisance respiratoire. Bien sûr, si le mode d'installation est rapide et aigu, si le mode d'installation est progressif, vous allez parler d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, l'insuffisance respiratoire, c'est gazométrie du sang artériel. Je n'ai pas mis ici. Est-ce qu'on peut fonctionner les veines pulmonaires? Donc, on va fonctionner l'artère périphérique. Vous allez voir que c'est l'artère, bien sûr. L'artère, on va le voir par la suite. Donc, ça, c'est la physiologie respiratoire. Ça, c'est le but ultime de la physiologie respiratoire. C'est de conserver les gaz dans leur marge de normalité. Ça, c'est pourquoi? Non, parce que c'est le sang artériel qui va approvisionner les cellules vivantes. C'est tout simple. Et si on veut rechercher l'origine de l'insuffisance respiratoire, est-ce qu'elle est due à un trouble ventilatoire? Est-ce qu'elle est due à un bloc alvéolo-capillaire? Est-ce qu'elle est due à une pathologie de l'hémoglobine? On va explorer ces étapes de transport, comme le dirait l'anglais, step by step, étape par étape. Lorsqu'on explore ces étapes de transport étape par étape, on va trouver l'origine, et non pas le diagnostic. Le diagnostic, c'est ici. Aujourd'hui, on va commencer par la première étape du transport. Et la première étape du transport, c'est les échanges qui vont avoir lieu entre l'air extérieur et l'air alvéolaire. Pas trachéal, pas bronchique, pas bronchioterminal. Nous, on va s'intéresser directement à l'alvéolaire. Parce que lorsqu'on va renouveler l'air alvéolaire, on va pouvoir assurer les échanges alvéolo-capillaires. Deuxième cours, deuxième étape de transport. Donc, ça, c'est les alvéoles pulmonaires. Et vous voyez bien que l'existence de cellules vivantes va toujours ramener du gaz carbonique ici. L'existence de cellules vivantes va toujours consommer de l'oxygène, donc le sang veineux qui arrive ici sera toujours, si vous voulez, toujours riche en gaz carbonique et pauvre en... Pour pouvoir le transformer, l'hématose, le terme clé de notre introduction, pour pouvoir réaliser la fonction hématosée et transformer ce sang veineux en un sang artériel, le poumon, si on dit, doit être capable d'apporter quoi pour ce sang, ici, au niveau capillaire? De lui apporter et de le débarrasser de quoi? C'est cet échange qu'on va détailler dans le deuxième cours. On va détailler les mécanismes qui permettent des échanges entre alvéoles et capillaires. On parlera des échanges alvéolo-capillaires. Donc ça, c'est la deuxième étape de transport. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à cette étape de transport. Nous allons nous intéresser à la première, à savoir, les flèches, elles sont de quelle couleur? Le mot. Oui, autre. Les couleurs en le gris clair. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Comment le poumon, parce qu'ici, il y aura toujours rejet de gaz carbonique et consommation d'oxygène. Donc, pour que ceci soit toujours permanent, qu'est-ce qu'on doit devoir faire pour l'alvéolaire? On doit lui ramener toujours de... Et on doit le débarrasser de... Et ça va se faire grâce à la ventilation, grâce à l'inspiration et l'expiration. Lorsqu'on inspire et expire, on va réaliser une voie, un lien, une liaison entre l'air alvéolaire et l'air externe. Est-ce que ces capacités en oxygène et en gaz carbonique sont limitées? C'est illimité. Donc, puisque c'est illimité, si on réalise un lien entre l'alvéole et l'extérieur, on va pouvoir toujours ramener de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique. Mais pour réaliser ce lien, croyez pas que ce n'est pas facile. Pour
pour ventiler, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mécanismes physiologiques. Et en médecine, ça sera important parce que nous devons étudier ces mécanismes ventilatoires en tant que médecin. On ne va pas s'arrêter à la compréhension des mécanismes. La physiologie, c'est le triangle. On comprend les mécanismes pour pouvoir explorer. Et lorsqu'on explore l'organe, on va poser des diagnostics et faire des suivis. Lorsqu'on explore une fonction, on a cette fonction. Lorsqu'on traite, on va dire est-ce que cette fonction s'améliore ou pas. Donc tout ça passe par l'exploration fonctionnelle de la ventilation. Donc, il y a une nuance cellulaire, ça c'est très important, entre explorer la fonction respiratoire et explorer la fonction ventilatoire, c'est pas la même chose. Et l'examen principal qui va explorer la ventilation, c'est la spirométrie. Nous allons voir c'est quoi la spirométrie, c'est quoi la mesure des volumes, des liquides, j'en passe. Donc, j'espère que vous êtes bien localisés. GPS calculé bien, donc nous sommes ici. On va s'intéresser aujourd'hui à la ventilation. Et pour s'intéresser à la ventilation, nous allons devoir en premier lieu il مش هي انا اللي هي الدخله ما يفهمش البال الوقت الوقت تعرف البال تاعي لا خليك ديال الاكسجين. Donc nous allons devoir définir c'est quoi le terme, parce que les termes en médecine et en particulier en physiologie sont très importants. C'est quoi la mécanique ventilatoire? La mécanique ventilatoire, c'est la science qui va faire l'étude, la comparaison, c'est une sorte de balance, c'est comme celui qui vend les fruits et légumes, il a une balance, il met les fruits ici, il va vous mettre les contrepoids pour vous dire est-ce que vous allez acheter 1 kg, 2 kg, 3 kg. C'est exactement la même chose. Au niveau de la ventilation, il y a une balance. Pourquoi balance? Parce qu'il va y avoir des forces qui vont faciliter le phénomène ventilatoire. Il va y avoir des forces qui vont le rendre difficile, qui vont s'opposer à cette ventilation. Et lorsqu'on va faire l'étude de cette balance entre les forces pour et les forces contre, nous allons pouvoir explorer l'appareil ventilatoire. Donc vous voyez bien que la mécanique ventilatoire sera définie par l'étude des forces qui permettent, qui facilitent et qui s'opposent au renouvellement de l'air alvéolaire. La ventilation, c'est toujours le renouvellement de l'air alvéolaire. C'est le cycle ventilatoire, c'est l'inspiration et l'expiration. Pourquoi l'étude de cette balance? Parce que lorsqu'on va faire l'étude de cette balance, l'étude de cette balance, elle va nous permettre d'étudier deux systèmes dont on a déjà parlé au niveau d'introduction. Lorsqu'on a fait le rappel relation structure-fonction, au niveau de la cage thoracique, nous avons parlé d'un système actif et d'un système passif. Le système actif, bien sûr, c'est les muscles ventilatoires, et tout le reste, c'est le système passif. Et pourquoi on va faire l'étude de ce système actif-passif, balance, pour, contre? Pourquoi? C'est pour illustrer des propriétés. Et ça, c'est la planche, à mon avis, la plus importante au niveau de ce cours, d'un point de vue de compréhension. Celui qui comprend bien cette planche, il a pratiquement compris, saisi le sens du cours le plus complexe de la physiologie respiratoire. Je vais vous dire c'est complexe. Cette planche, elle vous fait une sorte de résumé du sens physiologique de la mécanique ventilatoire. Vous avez une colonne à droite et une colonne à gauche. Les deux sont parallèles, on va suivre les deux pour pouvoir comprendre. Au départ, on va prendre le haut du colonne droite, on a une explosion dynamique, PNP, parce qu'il y a une force. Qu'est-ce qui développe la force? Au niveau de la cage thoracique, ce sont des éléments actifs, ce sont les muscles ventilatoires. Parce que les muscles ventilatoires, lorsqu'ils se contractent, ils vont développer une force qui peut, à elle seule, déformer une structure. Il n'y a aucune force qui peut déformer une structure comme la cage thoracique, mis à part les muscles ventilatoires. Donc, le système actif, représenté toujours en bleu, par les muscles respiratoires, lorsqu'ils se contractent, ils vont exercer une certaine pression sur des éléments qui sont complètement passifs. Ils vont subir l'action de l'actif. C'est le système en jaune. Donc, en se contractant, ils vont exercer, c'est le même terme, le même sens, pression ou contrainte. Une pression. Contrainte. Elle sera exercée sur un système passif. Et ça, c'est le passage le plus important. Le système passif en physiologie respiratoire, on va le diviser en deux parties. C'est simple. Donc, tout ce qui est comme ça, c'est ça. Le système passif sera divisé en deux parties. Et là, vous devez bien comprendre. Le système passif sera divisé toujours, il est en jaune, en les deux parties en jaune. D'une part, les voies, les branches, l'espace mort,
voies aériennes et le reste. Et d'après vous, pourquoi on a divisé le système passif en voies aériennes à part et le reste à part? Maintenant, le reste, parole pulmonaire, plaire, cage thoracique, tout ce que vous voulez, il est à part, dans un groupe. On a séparé les voies aériennes à part. Regardez, pourquoi? Parce que si on prend la cage thoracique ou le poumon et on va le déformer, le gain ou la perte, elle va s'exprimer en quoi? Un poumon, une cage thoracique, ça se gonfle et ça se dégonfle. Donc nous allons avoir un gain, une perte de volume. Au niveau des voies aériennes, lorsque vous allez avoir un va-et-vient d'air, vous allez avoir un gain, une perte en volume en débit. La réponse, elle est dans la planche. Donc, lorsque le système actif agit sur le système passif, l'interaction, si vous voulez, l'interaction entre les deux systèmes va engendrer ces déformations au niveau des voies aériennes, elle va s'exprimer en. Pour tout le reste, paroi, cage thoracique au poumon, elle va se transformer en. Donc vous voyez bien qu'il a fallu dichotomiser le système passif en deux segments pour avoir justement la notion de débit ventilatoire et de volume d'air inspiré ou expiré d'une part. Donc si on va faire l'étude de la balance, l'étude de la mécanique ventilatoire, on va l'exprimer en étude principalement des débits et des. Quelle étude? Donc il y aura deux conditions biophysiques d'étude. Il y aura des conditions statiques et dynamiques, lorsqu'on va faire l'étude de la ventilation. Lorsqu'on va faire l'étude en conditions statiques, qu'est-ce qu'on va mesurer? Condition statique, c'est une voiture qui bouge. Mais lorsqu'on va faire l'étude, on prend du point A vers le point B. Elle s'arrête. On dit qu'elle a parcouru 10 km. Par contre, en étude en conditions dynamiques, on va faire l'étude de la voiture en plein mouvement. Lorsque l'étude en conditions dynamiques, on va dire que la voiture a telle ou telle vitesse. Là, elle est à 20 km/h, elle est à 40, elle est à 80, elle est à 120. Après le Jacques. Par contre, en conditions dynamiques, lorsqu'elle se dépasse du point A vers le point B, dans ce statique, on dit qu'elle a parcouru 20 km. C'est la même chose. Lorsqu'on va faire l'étude en plein mouvement, on aura l'étude des. Parce que si on arrête le mouvement, le débit sera égal à. Il n'y aura pas de débit. Ça, l'étude, ça, donc, c'est l'étude en conditions statiques. Dynamique. Et l'étude en conditions statiques, poumon, cage thoracique, on passe du point A, on s'arrête au point B, on va mesurer un volume. Donc, l'intérêt de la mécanique ventilatoire, c'est de réaliser des études de l'appareil ventilatoire, soit en conditions statiques, c'est principalement, on peut mesurer d'autres paramètres, principalement l'étude des volumes pulmonaires. Comme on peut faire l'étude en conditions dynamiques, c'est l'étude des débits. Mais en médecine, on ne mesure jamais un paramètre au hasard pour nous faire plaisir. En médecine, on va mesurer des paramètres chez un patient pour dire est-ce qu'il est normal ou pathologique, est-ce qu'il est atteint de telle ou telle pathologie. Lorsqu'on va en médecine, on va mesurer les débits ventilatoires. On s'intéresse à quoi? Quel syndrome on recherche? Les branches, elles doivent être atteintes de quoi pour qu'il y ait une diminution des débits? Donc, de la passion. Constriction. Donc, on va rechercher toute pathologie qui altère, qui diminue le diamètre des branches et qui peut diminuer les débits ventilatoires. C'est le syndrome obstructif. Donc, on va rechercher au niveau de cette partie l'existence d'un syndrome obstructif. Au niveau de cette partie, lorsqu'on ne s'intéresse pas aux branches, on s'intéresse au volume. On fait l'étude en conditions statiques. C'est quel syndrome là? Restrictif. Le syndrome restrictif, sous le terme restriction. Restriction budgétaire d'un État qui est en crise, au lieu de fonctionner par 2 milliards de dollars par an, nous sommes en pleine crise, on va utiliser 8 milliards par an. Il y a 12 milliards. Il y a la restriction. C'est la même chose maintenant. Lorsque vous avez une restriction du volume pulmonaire, c'est le syndrome restrictif. Et plusieurs pathologies en médecine peuvent vous provoquer un syndrome restrictif. Un patient qui a un cancer pulmonaire, on lui a enlevé un poumon droit, tout un poumon. Il aura un syndrome, parce qu'il va vivre avec le poumon gauche, il va vivre avec la moitié de ses volumes pulmonaires. Un patient qui a une déformation de la cage thoracique, qui a une cytoscoliose, vous allez voir ça en orthopédie, une déformation de la cage thoracique, il va avoir des volumes normaux.
c'est le rejeté 4 litres. Est-ce qu'il va pouvoir les inspirer et les rejeter en ayant une cage thoracique complètement déformée? Donc on va dire que c'est postpodial, c'est compliqué d'un point de vue ventilatoire, un syndrome restrictif. Donc, en pneumologie, on a l'appareil qui s'intéresse à l'appareil ventilatoire. Les pathologies pulmonaires, grosso modo, peuvent provoquer une insuffisance ventilatoire, donc insuffisance respiratoire, par deux grands syndromes. Vous avez les insuffisances respiratoires obstructives, les insuffisances respiratoires restrictives. Les enfants de 5 ans ont une myopathie, Duchenne, c'est la plus connue. Parce qu'ils arrivent à l'adolescence, à l'âge adulte, ils vont faire des détresses respiratoires par syndrome restrictif, parce que leurs muscles seront tellement faibles qu'ils ne peuvent plus développer cette force pour ramener certains volumes, alors que leurs bronches ne sont pas atteints. Les pathologies les plus fréquentes, ce sont les pathologies obstructives. Parce que vous allez faire de l'anticipation pneumologie, vous allez voir que 60 à 70% des cas, ce sera des cas obstructifs. Et la pathologie la plus fréquente dans les zones obstructives, c'est l'asthme bronchique. L'asthme bronchique, la principale définition, c'est une obstruction des bronches. Qui dénonce à la vasologie, vous allez comprendre que cette obstruction a une origine inflammatoire, elle a une origine nerveuse, etc., etc. Donc, en deuxième année, ce que vous devez comprendre, c'est l'approche fonctionnelle de l'appareil ventilatoire. Vous devez comprendre cette interaction, et vous devez comprendre que cette interaction, elle se segmente en deux. En conditions dynamiques, c'est des tuyaux, c'est des voies aériennes, c'est des débits, c'est la recherche de syndrome obstructif. La deuxième partie, c'est le poumon, la paroi, c'est les volumes, c'est le syndrome restrictif. À la fin de ce cours, la prochaine fois, nous allons dire quelques mots sur le syndrome obstructif et restrictif et bien expliqué. Celui qui n'a pas compris ici, je suis le même. Donc le passage le plus important du Coran. Par contre, l'hyphen grâce, l'hyphen le premier schéma. Il devait faire l'insuffisance respiratoire, étape par étape. L'hyphen le schéma, il est déjà bon. Il peut raisonner, il peut faire des cas cliniques, il peut comprendre ses cours en pneumologie, c'est déjà bon. J'espère que c'est bien ancré dans votre petite tête. Les débits, on va les opposer à quoi? En biophysique. Maintenant, la voie aérienne, elles vont permettre de travailler bien, mais elles vont opposer à une certaine résistance. Et à côté des volumes pulmonaires, il y a là, on va voir par la suite c'est quoi la notion de complément et de résistance. Ça, c'est très important, on va le voir par la suite. Et actuellement, maintenant, vous devez faire la part entre débit et volume. La part entre conditions statiques et dynamiques. Vous devez faire absolument la différence, vous devez nuancer le syndrome obstructif du syndrome restrictif. À mes trois phrases clés. Les exercices qui règlent, même si on comprend très bien. Je ne vous demande pas d'apprendre comme des littéraires. L'IFM, même contrôle, il va trouver beaucoup d'aisance dans ses réponses. Donc, vous voyez bien que le but final de la mécanique ventilatoire, c'est de réaliser des études sans condition. Statique, principalement. Il met trois fois, mais principalement, pas uniquement. Vous allez voir qu'en conditions statiques, on peut faire la mesure de la compliance pulmonaire. Et on va le voir, la compliance, c'est très important. Principalement les volumes, les conditions dynamiques, principalement les ou résistances. On peut mesurer les résistances. On va le voir par la suite. Donc le rappel, c'est fait, une nouvelle introduction, la plaine, c'est fait. Le schéma il est plus joli que l'ancien parce que là, il vous permet de voir les deux feuilles, viscérale et pariétale. Et vous voyez bien, lorsqu'il y a le pneumothorax suite à l'agression par blanche, le poumon complètement ratatiné, il reste ouvert par son feuillet viscéral. La paroi garde son feuillet, parce qu'on ne peut pas séparer le feuillet pariétal de la paroi. C'est enchevêtré, c'est histologique. Donc, on ne peut pas séparer le parenchyme de son feuillet viscéral. Lorsque le lien entre les deux feuillets n'existe plus, entre prévert par exemple, il y a le pneumothorax. Donc vous allez dire que ce poumon est complètement exclu de la ventilation. Donc il aura, sans conditions statiques, sans conditions dynamiques, des volumes et des débits complètement nuls. Il n'y aura pas de gain de volume ni de débit. Parce que là, le poumon de ce côté, la cage thoracique, les muscles, le diaphragme, il a beau à se contracter, il va déformer la cage thoracique. Et les déformations de la cage thoracique, vous voyez bien qu'elles ne vont pas influencer le poumon. Donc il gardera sa forme, il ne sera pas ventilé. D'où l'importance de l'air et de l'adhésion qui existe entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. C'est vrai. Là, bien sûr, vous êtes des médecins, des médecins, vous avez le cœur, le médiastin, le poumon gauche, le cœur, donc la vascularisation
on trouve qu'il y a une trame vasculaire, donc un parenchyme en place. Par contre, là, il y a du noir absolu, il n'y a pas de vaisseau, donc il n'y a pas de poumon. Le poumon, il est ratatiné, il est là. Donc ça, c'est un pneumothorax, ça, c'est de l'air. Donc au niveau du chef thoracique, vous allez voir. Ça, c'est du liquide parce que le pneumothorax sera liquide dans l'eau. Parce que le mécanisme inflammatoire de la flèvre, elle va sécréter un peu de liquide sur la base. Le plus important, c'est que vous visualisez en vrai l'air, le pneumothorax, et que vous voyez en même temps le poumon complètement rétracté. Et ce poumon, vous allez dire qu'il est exclu de la ventilation. Pour rétablir la ventilation du côté droit, vous devez réintégrer, ce poumon doit reprendre sa place. Donc on va mettre un drain, et le drain va éliminer l'air entre les deux feuillets, et le poumon petit à petit va prendre sa place. Allez, la blague, j'espère que c'est bien compris. Donc les muscles, la cage thoracique, vous avez le diaphragme comme principal muscle respiratoire, mais il existe d'autres muscles. D'accord. Vous avez le diaphragme, vous avez les parasternaux, vous avez les intercostaux, vous avez le sternocleidomastoïdien, vous avez le muscle scalène, vous avez plusieurs muscles. Et les muscles de la cage thoracique, vous pouvez faire une approche anatomique, comme vous pouvez faire une approche physiologique. En physiologie, on dit qu'il y a des muscles principaux et des muscles accessoires. Les muscles principaux, c'est très simple. Ce sont des muscles qui vont avoir une activité électromyographique, l'enregistrement EMG électromyogramme. Vous allez trouver une activité dans la respiration cardiaque. Au repos, ils ont une activité. On dit qu'ils sont principaux. À côté, il y a des muscles qui n'auront pas d'activité et qui vont intervenir que lors de situations difficiles, soit physiologiques, soit physiopathologiques. Ils sont 10 muscles accessoires. Rappelez comme un exemple sur un muscle, il donne l'accessoire au principal. Parce qu'il a une activité au repos. C'est le muscle scalaire. Ce muscle, avec ses fibres, lorsque vous faites un EMG, vous allez trouver une certaine activité au repos. Donc il est 10 muscles principal, malgré que sa position, en plus, normalement, il intervient dans une situation difficile. Non, il intervient au repos, parce que lorsque ces fibres se contractent, ils vont attirer la clavicule vers le haut, donc il y aura un gain de volume au niveau de cette partie. Donc là, son importance. Par contre, juste à côté, le sternocleidomastoïdien là, il n'aura pas d'activité au repos. Le sternocleidomastoïdien, il va intervenir que lors de détresse respiratoire. Et vous allez par contre sémiologie, si vous faites bien votre sémiologie, lorsque vous examinez un malade en pleine insuffisance respiratoire, si le sternocleidomastoïdien il est superficiel. En tant que médecin, lorsque vous examinez, vous allez directement visualiser ces contractions au niveau du cou. Et si se contracte, on dit directement, sans faire d'examen, sans faire, il est en détresse respiratoire. Parce que il intervient que lors des situations très difficiles, des détresses. Donc, rien qu'en visualisant les contractions du sternocleidomastoïdien, vous dites que notre malade est en détresse, donc il est à surveiller, donc traitement urgent, donc. Allez, on cherche pas. Et à côté des muscles respiratoires, vous avez les muscles de la cavité abdominale, le grand droit, le transverse, les obliques. Les muscles de la cavité abdominale, ce sont les muscles expiratoires. Lorsqu'ils se contractent, ils vont comprimer l'abdomen, ils vont refouler le diaphragme vers le haut, donc on va expirer. Le haut repos, est-ce qu'il se contracte? C'est les muscles pour expirer dans la ventilation calme. Voilà. On le voit, c'est vrai, le repos ne se contracte pas, mais il y a une explication très importante. Voilà, le diaphragme, c'est le principal muscle ventilatoire. Le fonctionnement interne est très simple. Il a la forme d'une unicoupole. Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse, il se dirige vers le bas. Lorsqu'il se relâche, il reprend sa forme. Mais pourquoi, lorsqu'il se relâche, le poumon reprend sa position? C'est ça la question. Parce que le poumon et la cage thoracique, ils ont une élasticité très importante. Parce qu'ils sont riches en fibres d'élastine, et la surface lactique, on ne va pas l'expliquer, mais on va juste dire que le poumon et la cage thoracique sont élastiques. Lorsqu'ils sont étirés, on inspire. Il suffit que le diaphragme se relâche, l'élastique reprend sa position. Donc on n'a pas besoin d'une intervention musculaire pour expirer haut. Mais si on veut expirer d'une manière forcée, lors de la spirométrie, on va le voir par la suite, on va devoir contracter les muscles de la cavité abdominale. Donc, le mot-clé, c'est quoi? C'est que déjà, un mot-clé, l'expiration au repos est un phénomène complètement facile. Il n'y a pas d'intervention d'éléments actifs lors de l'expiration au repos. La question qui reste posée, on
parle de mécanique ventilatoire. Là, on est en train d'expliquer la ventilation. Pourquoi, lorsque le diaphragme se contracte, c'est vrai qu'il descend vers le bas. C'est vrai qu'il y a une augmentation du volume pulmonaire de la cage thoracique. Mais pourquoi cette augmentation de volume permet l'appel d'air de l'extérieur vers les alvéoles? C'est ça la question qui vient se poser. Par jeu de pression. Avant de parler du jeu de pression, on va rappeler que le diaphragme, puisqu'il va se contracter, se relâcher durant toute la vie, sans activité diaphragmatique, on ne peut pas ventiler. Et l'être humain, il ventile de la naissance jusqu'à la mort. Donc il va avoir une activité très prolongée dans le temps. Et pour qu'un muscle assure une activité prolongée dans le temps, il doit être endurant et résistant. Endurant. Le muscle, vous avez la résistance et vous avez l'endurance. L'endurance, c'est l'activité prolongée. La résistance, c'est une très grande force d'explosivité sur un laps de temps très court. Pour le sport, je il y a les athlètes qui virent 100 mètres. Auxquels les athlètes, ils font le marathon. Est-ce que d'après vous, c'est le même effort physique? Ou les gens qui s'entraînent de 100 mètres, ils vont s'entraîner de la même manière que les gens qui s'entraînent de 10 000 mètres? C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui virent 100 mètres ont une physique impressionnante, une musculature vraiment impressionnante. Pourquoi? Parce qu'ils vont développer au sein de leurs muscles des fibres résistantes, les fibres qui vont avoir un métabolisme anaérobie, les fibres blanches. C'est une côté cardiaque physiologie musculaire, première année. Et les fibres rouges et les fibres blanches. Et les fibres métabolisme anaérobie, principalement phosphocréatine. Donc la phosphocréatine va vous donner, au niveau du cytoplasme cellulaire, bien notre noyau mitochondrique, donc on ne va pas utiliser l'oxygène ATP, on va utiliser d'autres voies métaboliques comme la phosphocréatine pour avoir cette explosivité. Mais l'explosivité elle est rapide et le déclin est rapide. C'est pour ça qu'on fait un effort important sur notre même. Celui qui 100 mètres, quand je le fais moi à 5 tours, ça va écouler. Il peut faire 100 mètres. Donc les fibres blanches ont un volume important. C'est pour ça que les muscles sont vraiment beaux à voir, on va dire. Par contre, ceux qui font le marathon, c'est les fibres rouges. Les fibres rouges ont un métabolisme oxydatif. Donc elles peuvent tenir dans le temps. Mais les fibres rouges ont un petit volume. C'est pour ça que les coureurs du marathon, c'est 1500, 3000 mètres, 10 000 mètres, c'est pratiquement 5 000 mètres. Pas envie de lui donner à manger. Mais oui, il n'a pas faim. Il a développé au sein de sa musculature des fibres rouges. Les fibres rouges, leur volume il est vraiment faible. C'est pour ça qu'il va nous servir à complexer. Parce que le muscle a toujours un mélange. Jamais qu'il y a 100% rouge ou 100% blanc. 10, 90%, 20, 80%. Chacun, chacun. Et selon la nature de l'entraînement, vous allez développer quel type au dépend de l'autre. Au niveau diaphragmatique, d'après vous, il va avoir beaucoup de fibres blanches ou de fibres rouges? Il va avoir beaucoup de fibres. Rouge ou la blanche? Très bien, rouge. Donc il va avoir des fibres riches en mitochondries, métabolisme aérobie. C'est ce qui explique ça en l'endurance. Les fibres blanches, qui ont un volume important, elles seront faibles, c'est 15-20%. Donc elles vont lui donner une certaine force, mais ça ne sera pas un muscle qui va travailler dans la courte durée. Il va travailler dans le long. Il doit assurer une fonction pendant des années. Donc, l'endurance du diaphragme, physiologiquement, vous allez l'expliquer par sa richesse en fibres rouges, uniquement sa richesse en fibres rouges, et sa riche vascularisation. Le diaphragme, c'est un muscle très richement vascularisé. Donc, lorsqu'il doit augmenter l'activité, le recrutement vasculaire va lui ramener plus de sang, il va toujours assurer cette fonction sans risque de. Parce que s'il était faiblement vascularisé, ou là, un de beaucoup de fibres blanches, c'est quoi le risque? Lorsqu'on augmente son activité dans le temps, là, c'est la fatigue. Il n'y a pas plus grave que la fatigue musculaire au niveau de la ventilation. Si les muscles ventilatoires se fatiguent, c'est l'arrêt respiratoire. Donc, d'un point de vue physiologique, on va dire, de fait de sa très grande richesse vasculaire, de fait de sa richesse en fibres rouges, le diaphragme est un muscle non fatigable en conditions physiologiques. Donc, qu'est-ce qu'il peut se fatiguer? Une maladie respiratoire, c'est bien une détresse, il y a un problème grave. Il lutte, mais il y a une certaine limite. S'il y a une fibrose répandue, s'il y a une mucoviscidose, il y a atteint du poumon, il va se fatiguer, il va y avoir un arrêt respiratoire. Et lorsqu'il y a un arrêt respiratoire, pour que le patient reste en vie, qu'est-ce que je veux dire en médecine? On va mettre le patient sous assistance ventilatoire. On va le brancher à l'appareil qui va ventiler à la place du diaphragme, parce que le diaphragme n'a plus de force. Alors, le ventilateur que tu fais en réanimation. Donc,
Notre ventilateur naturel, physiologique, c'est le diaphragme. Lorsque tout va bien, bien sûr. Donc la question qui reste posée, on est en train d'expliquer la ventilation, c'est quoi? Voilà, on a le sternocleidomastoidien, on a le scanner. Vous voyez bien que le sternocleidomastoidien, vu sa structure, vous allez le voir lorsqu'il se contracte. Juste là, vous allez voir des contractions comme ça. Voilà dans le détail. Par contre, le scanner est plus profond. Et ces muscles plus profonds, on ne les voit pas, mais ils se contractent. Mais lors de la ventilation calme, c'est pour ça que le scanner est 10 muscles principaux. Donc on va devoir donc expliquer la ventilation. Comment se déroule la ventilation? Donc, venez le faire. Système actif-passif. Actif principalement le diaphragme, c'est un muscle qui statiquement, on comprend la chose. D'un point de vue voie aérienne, ces conditions dynamiques, c'est des débits. D'un point de vue poumon thoracique, c'est des volumes statiques. Avant de parler de l'étude en conditions statiques ou conditions dynamiques, nous allons devoir expliquer le cycle ventilatoire. Comment se déroule la ventilation? L'utilisation de pression, on va l'expliquer. Donc, juste pour rappel, l'expiration, bien sûr, est un phénomène assez beaucoup pour l'expliquer. Voilà, donc on va expliquer le cycle ventilatoire. Il n'y a pas mieux que ce schéma pour expliquer le cycle ventilatoire. Lorsque le poumon augmente de volume, est-ce que les alvéoles augmentent de volume ou diminuent de volume? Voilà. Parce que les alvéoles, c'est des petites sphères, c'est des petites bulles d'air, mais qui sont rattachées aux structures bronchiques et aux parenchymes. Et le parenchyme et les structures bronchiques sont rattachées les unes avec les autres, par des fibres d'élastine, d'interstition et j'en passe. Donc lorsque le poumon augmente, le volume alvéolaire augmente. Et lorsque le volume alvéolaire augmente, la pression à l'intérieur de l'alvéole, elle augmente ou elle diminue? Parce que sur la loi de Paul et de Mariotte, lorsqu'on a une sphère, P fois P, c'est une constante, la loi des gaz parfaits de Paul et de Mariotte. Donc, puisque P multiplié par volume, pression et volume, la multiplication elle est constante, lorsque j'augmente le volume, je diminue la pression intra-alvéolaire. Et l'air va se déplacer selon une différence entre la pression atmosphérique et la pression, parce que c'est quoi les deux points d'un voyage? Vous avez l'air extérieur et vous avez l'air alvéolaire. Donc il va y avoir une différence de pression entre les deux pour qu'il y ait va et vient. Si vous avez pression alvéolaire égale à la pression atmosphérique, asphyxie. Vous ne pourrez jamais inspirer. Mais si il y a un côté, c'est ça. Avec des capacités, c'est-à-dire qu'il faut le voir. Ça, c'est un miracle. Jeu de pression. C'est pour ça, lorsque vous êtes dans un avion, s'il y a un problème, vous allez avoir un masque qui tombe. Il y a un masque qui tombe. Il y a un problème. Un terroriste, un avion qui va se cracher, une fissure, une porte qui s'est ouverte, il y a le masque. Parce que s'il y a un problème, l'avion, lorsqu'il décolle, le full class, est-ce qu'il y a une certaine pression atmosphérique qui permet la ventilation? Non, parce que la pression atmosphérique, elle diminue en fonction de l'altitude. D'ailleurs, 3000, 4000 mètres, nous ne pouvons pas respirer normalement. Nous avons un gaz, nous avons l'oxygène. Alors là, l'avion, a 3000, 4000, full class. Donc, l'avion, il est pressurisé. Il y a des machines qui fabriquent de la pression intérieure de l'appareil pour qu'on puisse respirer normalement lors du voyage. Et s'il y a un problème, il y a c'est le masque qui va remplacer la pressurisation de l'appareil. Le plus sur le masque. Mais bien sûr, on est d'accord que s'il y a un problème avec le masque, c'est la mort assurée. Mais quand on est encore l'insan, il voulait qu'il y ait le masque. Parfois, il y a le masque. والبيضاء يحط بها فوق البحر والمليارات تصعب مي 99.99% ياخذ الماسك شهر. Voilà. C'est pour ça qu'il dit à la part, tu dois aller en fait. Faites votre masque pour le regarder les cartes de journal. C'est ça, faites votre masque. Maintenant, c'est pas important. Il y a le masque de l'unité. Il y a des gens qui s'accrochent 1% avec. Ils veulent qu'on achète. Moi, comment on met le masque? C'est jamais une dernière. Je dis la hayat. Donc, on revient à notre poumon entre inspiration. Donc, vous voyez bien. Pour qu'il y ait inspiration, toutes ces histoires sur l'avion, c'est pour vous dire que on ne peut pas avoir de l'inspiration si la pression barométrique, baissée barométrique, atmosphérique, AT1 certifiée, ou externe, n'est pas supérieure à la pression
pression. Dans cette période supérieure, il y a appel d'air à la pêche. L'air est appelé et appelé de l'extérieur vers l'intérieur. L'explication, c'est l'augmentation du volume alvéolaire qui est expliquée par la contraction des muscles inspiratoires qui ont augmenté le volume de la cage thoracique. Et pourquoi le volume pulmonaire augmente lorsque le volume de la cage thoracique augmente? Parce qu'il y a entre les deux une plaine. Donc vous voyez bien que si on a plaine, tout ça n'existe pas. L'expiration, toujours au repos, lorsque le diaphragme se relâche, les structures élastiques reprennent leur position initiale. Le volume alvéolaire, la pression, les choses vont s'inverser. La pression alvéolaire va devenir supérieure à la pression. Donc l'air est chassé de l'alvéole vers l'extérieur parce que l'alvéole diminue de volume. Donc vous voyez bien, au repos, dans la ventilation calme, la simple contraction et relâchement des muscles, principalement du diaphragme, a pu assurer un cycle ventilatoire. Elle a pu assurer une succession, inspiration. Il s'agit d'une transition du fait. Une transition du fait, apparemment. Ah, je suis tout le monde dans le fait. Donc pour le moment, est-ce que vous êtes bien? On a une petite partie pour le bureau. Est-ce que vous avez compris le sens de la mécanique ventilatoire? Est-ce que vous avez compris le but? Statique, volume, compliance, dynamique, débit, résistance. Est-ce que vous avez compris? Syndrome obstructif, c'est la diminution des débits. Syndrome restrictif, c'est la diminution des... Est-ce que vous avez compris la genèse du cycle ventilatoire? Oui. Ah, donc là, avec la dynamique d'un chaud, 8h30, chaud. On va faire une petite pause جيبات العقليه تدير يحتاجوا في بزاف جيش العقليه العقليه تحكي شويه بارح فيسبوك وشرح الاخر والاخرى لا une petite pause, on va parler de l'étude de l'appareil ventilatoire.